Bonsoir à tous, bienvenue dans En toute franchise, votre émission comme chaque dimanche de 18h à 20h. Dans quelques instants, événement sur LCI, je reçois Marion Maréchal, l'ancienne députée du Front National, aujourd'hui directrice de l'ICEP à Lyon. L'école qu'elle a fondée a choisi LCI pour tirer ce soir le bilan des élections européennes. Elle nous dira ce à quoi elle croit pour l'avenir, quelle place elle voit pour la droite également, ce qu'elle préconise à l'échelle européenne et puis se place-t-elle en recours? Cette question qui anime le débat politique tous ces derniers jours, on la lui posera bien évidemment. À 19h, le duel, comme chaque dimanche, ce sera Daniel Cohn-Bendit face à Luc Ferry. Mais d'abord, c'est le journal de Valentine Desjeunes. Et en Irak, 2 Français ont été condamnés à mort. Aujourd'hui, cela porte à 9 le nombre de djihadistes français qui ont écopé de la peine capitale en une semaine. Tous les 2 ont été reconnus coupables d'appartenance à l'État islamique. La porte-parole du gouvernement a réaffirmé que la France était opposée à la peine capitale et intervenait au plus haut niveau. Dans l'actualité également, cet incendie aujourd'hui à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise. Le feu est maintenant maîtrisé, mais les habitants étaient appelés à rester confinés chez eux, car l'entreprise en feu est spécialisée dans le traitement des déchets industriels dangereux. Confinement qui a été levé il y a quelques minutes. Neymar, dans la tourmente, le footballeur est accusé de viol par une Brésilienne qui a déposé plainte à Sao Paulo. Lui a démenti dans une vidéo qu'il a publiée ce matin. Il dénonce un piège. C'est une image impressionnante qui nous vient de Venise. Un paquebot de croisière a heurté un quai, puis une embarcation qui transportait 130 personnes. Il y a 5 blessés légers. L'accident serait dû à la rupture d'un câble qui tractait le bateau en raison d'une avarie moteur. Ces énormes paquebots de croisière interdits d'accoster sur la place Saint-Marc sont déjà au cœur d'une polémique, accusés de fragiliser la ville envahie par le tourisme de masse. Un grand intellectuel au service de tous, Emmanuel Macron a rendu hommage à Michel Serres. Le philosophe s'est éteint hier à l'âge de 88 ans et depuis les hommages ne cessent d'affluer. Éclectique, humaniste et visionnaire selon Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale, l'académicien s'était aussi distingué en anticipant les bouleversements liés aux nouvelles technologies. Voilà pour l'essentiel, tout de suite c'est En toute franchise. Bonsoir à tous, bienvenue dans En toute franchise. C'est l'heure de l'interview avec une invitée exceptionnelle ce soir. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Cela faisait 2 ans qu'on ne vous avait plus vu sur un plateau de télévision pour répondre à une longue interview comme celle-ci. On est ensemble jusqu'à 19h. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter notre invitation ? Écoutez, moi déjà, je suis à la tête aujourd'hui d'une école de sciences politiques à Lyon, l'ICEP. Que vous avez créée. Qu'on a créée avec notre équipe en effet et qui a vocation humblement, je l'espère, à contribuer demain à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, sur le constat d'ailleurs des carences, des formations de nos élites actuelles, de des nouveaux dirigeants politiques. Oui, c'est ça, sur le constat précisément de cet entre-soi sociologique qui sévit un peu parfois dans nos élites actuelles, du conformisme, du prêt-à-penser et du politiquement correct qui sévit également parfois jusqu'au sectarisme dans le système universitaire français, et avec la volonté d'apporter une alternative à cette offre de formation. Et donc à partir de là, en étant à la direction d'une école de sciences politiques, je ne peux pas de fait rester indifférente aux grandes dynamiques politiques. Je n'ai jamais d'ailleurs été indifférente à l'état de mon pays et je suis, c'est vrai, interpellée par la situation politique actuelle. Ce sont les européennes qui vous ont décidé à Ce sont en effet les européennes. Le constat qui en est fait aujourd'hui que Emmanuel Macron est un président qui résiste malgré tout assez bien, qui parvient à réunir, en tout cas au moins partiellement, la famille progressiste, comme il l'appelle, à capter une grande partie de l'électorat du centre, y compris du centre-droit, je pense qu'on y reviendra, issu de LR. Voilà, exactement. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans cette dynamique politique-là, c'est le fait que nous assistons à un remplacement d'un clivage par un autre qui n'est pas forcément plus sain. Je veux dire par là... le clivage droite-gauche par le clivage progressiste contre populiste ? Oui, mais bien au-delà de ça, on constate qu'aujourd'hui, quand on analyse un peu les chiffres sur l'électorat d'Emmanuel Macron aux européennes, il y a 2 phénomènes. Bon, déjà, c'est vrai qu'il faut tempérer en ce sens qu'il y a un biais sociologique très fort aux européennes. C'est souvent, même si ça a été tempéré à cette élection du fait de la participation, il y a souvent, plutôt les cadres supérieurs et les métropoles qui se mobilisent, qui créent ce fameux biais sociologique qui n'est pas forcément représentatif de l'état de l'opinion. Mais néanmoins, nous sommes en train d'assister à un glissement vers un nouveau clivage qui est un clivage déjà générationnel.
puisque de fait, plus de 47%... Les vieux contre les jeunes, concrètement. D'une certaine manière, puisque plus de 47% aujourd'hui des électeurs qui ont voté Macron aux européennes ont plus de 65 ans. Donc c'est vraiment la génération des baby-boomers après-guerre, qui ont grandi, c'est vrai, disons-le, dans le mythe aussi de la paix européenne, qui ont aussi une habitude de vote peut-être davantage... peur de remettre en question des habitudes de vote. Je crois qu'ils ont été aussi sensibles à la question du parti de l'ordre, d'une certaine manière, dans laquelle Macron s'est drapé. On a cru retrouver Adolphe Thiers, finalement, dans le traitement qui a été fait des débordements des Gilets jaunes. Pardon, je vous interromps. Tout ce débat-là politique, il a eu lieu toutes ces dernières semaines et tous ces derniers mois sans que vous y preniez part. Je vais vous dire pourquoi. Laissez-moi finir simplement et je vais vous conduire à ma réflexion. Donc la première chose, c'est donc ce fameux clivage générationnel. Et la deuxième chose, c'est un clivage sociologique qui s'accentue. C'est-à-dire que dorénavant, on a l'impression qu'on est dans une nouvelle lutte des classes, qui prend une forme un peu moderne, puisque c'est les gagnants de la mondialisation contre les perdants, les métropoles, les grandes villes contre les territoires périphériques. Et pour moi, cet antagonisme social est la pire des choses. Voilà, la pire des choses parce que c'est celle qui empêche un peuple de se retrouver. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle était déjà dramatiquement ennuyeuse lorsqu'elle était portée par la gauche. Mais pour bien comprendre, pardon, parce que je ne suis pas sûr de vous suivre, ça veut dire que vous trouvez que le duel auquel on a assisté pendant ces européennes, Macron-Le Pen, est un duel délétère? C'était un mauvais duel? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi on en est arrivé là, en fait? Pourquoi on en arrive aujourd'hui à avoir un peuple français qui se divise sur des questions sociologiques et matérielles? La première, c'est parce que l'idée progressiste que défend Emmanuel Macron est une idée qui, par nature, idéologiquement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, est une idée qui affaiblit toutes les institutions construites par le peuple qui, précisément, tendent à réduire ces antagonismes sociaux. Parce que le progressisme, c'est quelque chose de mal pour vous. Au premier rang desquels, la nation. Oui, c'est quelque chose de mal, mais on y reviendra. Au premier rang desquels, la nation. Voilà. Donc en affaiblissant l'échelon national et la cohésion nationale, de fait, on va accentuer plutôt ces antagonismes sociaux. La deuxième chose, c'est le fait que le centre, par nature, est une forme de technocratie économique, j'ai envie de dire. Donc quand le projet politique est une technocratie économique, mécaniquement, les gens vont se positionner sur des choses matérielles. Voilà. Emmanuel Macron, c'est une technocratie pour vous? Oui. Et je pense, ce qui m'inquiète beaucoup, si vous voulez, c'est que Macron est un diviseur. Voilà. C'est un diviseur sur le plan social. C'est un diviseur, il l'a montré d'ailleurs au moment du traitement des Gilets jaunes, lorsqu'il a réduit le débat auprès des Français en disant, alors soit vous êtes pour les forces de l'ordre, soit vous êtes pour les Gilets jaunes. Voilà, soit vous êtes pour la France qui défend finalement l'ordre public, la sécurité. Et quand on regarde les résultats des européennes, certes le Rassemblement national est arrivé en tête, mais il s'en sort quand même pas si mal, le président de la République. Vous dites il divise, mais il se trouve qu'il a rassemblé. Il rassemble sur sa liste 22,41%. C'est précisément ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on a un homme à la tête de l'État qui divise. À bien des égards, et on en a eu la démonstration, il divisait déjà pendant sa campagne, mais qui malgré ça arrive à réunir donc cette fameuse grande famille centriste progressiste, et en face de cela... Une partie de la droite également, parce qu'on a vu que les Républicains en parlent. Cette fameuse tendance de droite, en effet, en tout cas qui était dans le parti de droite, et puis face à cela, on a une famille alternative, on reviendra sur les mots conservatrice, de droite, populaire, nationale, qu'importe. Vous définissez comment? Qui, elle, est divisée. Voilà. Vous, à titre personnel? Qui, elle, est divisée entre différents partis. Moi, je me qualifie de droite. Clairement, j'ai jamais nié ce terme. Droite nationale, souverainiste, populaire. Bon voilà. Après, il y a plein d'étiquettes. Conservatrice, oui, pourquoi pas. Si tant est qu'on s'entende sur le mot. Traditionnaliste. Qu'on s'entende sur le mot. Non, traditionnaliste. Il y a une connotation religieuse, intégriste, assez négative qui me déplaît assez, même si je n'ai aucun problème à dire que je suis catholique. Bien au contraire. Mais voilà. Donc du coup, quand je vois aujourd'hui qu'on en arrive à un point où Emmanuel Macron, malgré la durée de son mandat et ses échecs, arrive à se maintenir de la sorte, alors même qu'en face, il y a une telle division de l'électorat, et surtout, bien plus inquiétant, une grande partie de l'électorat de droite au sens large, qui est aujourd'hui dans l'abstention. Voilà, donc il n'arrive plus à se mobiliser pour contrer ce projet progressiste. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas vu dans la campagne en France? Parce que là, vous nous dites, on est face à des enjeux majeur. Et pourtant, à aucun moment de cette campagne électorale, on vous a vu défendre ces idées. Oui, parce que moi, je ne suis pas là pour faire campagne électorale. Je ne suis pas là pour faire campagne électorale, puisque je vous l'ai dit à l'instant, je suis à la tête d'une école. Donc à partir de là, ce serait étonnant pour moi, alors même que précisément, ça fait 2 ans que je construis ce projet pédagogique dans une forme d'autonomie, d'autonomie de pensée, d'autonomie entrepreneuriale, que je me remette dans le giron d'un mouvement politique, que je me retransforme de fait en porte-parole de tel ou tel chef politique. Mais vous êtes membre du Rassemblement national ou plus du tout?
Alors, je suis toujours membre du Rassemblement national, mais je n'y œuvre plus, puisque vous savez que j'ai démissionné de toutes mes fonctions. Que les choses soient très claires, moi, je suis fière de mon engagement politique passé. Je ne renie rien de ce que j'ai fait, évidemment, au Front National. Je considère que le Rassemblement national, puisque c'est son nom aujourd'hui, est indispensable à la vie politique, mais je pense que malheureusement, il n'est pas suffisant. C'est simplement ça que je suis en train de constater. Il faut le dépasser. Et qu'il faut le dépasser, ou en tout cas, il faut permettre qu'il puisse y avoir d'autres voix qui s'expriment à travers d'autres mouvements courants qui puissent demain permettre, je l'espère, un grand, disons, compromis patriotique autour de cette idée de défense de la nation, qui puisse aboutir à des coalitions gouvernementales, pourquoi pas, ou des alliances de circonstances à des élections, comme ça peut se pratiquer dans d'autres pays, et qui serait la seule solution, eu égard à nos modes de scrutin, parce que c'est ça en fait le vrai sujet, pour contrer le grand projet progressiste qui est en train de mettre en place. Vous avez Emmanuel voté Macron. pour le Rassemblement national aux européennes? Alors je ne vous donnerai pas mon vote. Une fois de Pourquoi plus, pour des raisons très claires, c'est que je ne cherche pas du tout à cacher quoi que ce soit, mais pour précisément les mêmes raisons que je viens de vous évoquer il y a 2 minutes, c'est-à-dire que si je vous donne mon vote, mécaniquement, je vais être associé à, donc transformé en porte-parole de, et donc je crains de perdre un peu l'autonomie, la liberté de parole qui est la mienne. Voilà. Est-ce que vous voulez pouvoir tendre la main à des électeurs qui ne sont pas aujourd'hui au Rassemblement national? Je crois que le défi qu'on a aujourd'hui, c'est précisément qu'on puisse permettre une remise en cause, enfin en tout cas contribuer à la réflexion de fond à laquelle vont être confrontés les Républicains actuellement. On a fait un petit calcul pour ces européennes. Quand on regarde le score du Rassemblement national, des Républicains, de Debout la France, de l'UPR, de François Asselineau, des Patriotes, on arrive à un total de 37,12%. Est-ce que pour vous, cette addition, elle a un sens politique? Est-ce que vous y voyez une convergence idéologique? Est-ce que pour vous, ce sont des gens qui doivent travailler ensemble? Elle m'interpelle de fait, puisque déjà, ça ne donne pas, c'est un très beau score, mais ça ne donne pas une majorité. Ce qui est une évolution sur ces dernières années. C'est la démonstration qu'il y a en effet aujourd'hui tout un ensemble de Français qui pourraient d'ailleurs adhérer à toutes ces grandes thématiques qui sont développées de part et d'autre, mais qui restent dans l'abstention. Parce que soit ils ne croient pas aux forces politiques en place, soit ils ne croient plus que la politique puisse agir, soit ils ont été trop trahis, donc trop déçus. Donc vous pensez que le vrai potentiel de cette droite, il est au-delà de 37%? Et moi, je suis convaincue que toutes les thématiques qui sont développées par ces grandes familles de droite peuvent être majoritaires dans ce pays, mais qu'il y a manifestement une incapacité à croire à une dynamique et une incapacité à croire à la possibilité de contrer Emmanuel Macron, notamment en 2022. Mais pour vous, ce sont des droites réconciliables pour 2022? Oui, je vais vous dire pourquoi. Pour plusieurs raisons. En ce qui concerne les Républicains, d'une part, je crois que les grands clivages qui jusqu'alors avaient structuré à la fois le Front National, à la fois à l'époque le RPR et d'autres, sont dépassés. Ça veut dire que pendant longtemps, on a eu un clivage gaulliste-anti-gaulliste. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec l'héritage gaulliste, gaullien, bien au contraire, on ferait bien de s'en inspirer à bien des égards aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un clivage qui est aujourd'hui dépassé, c'est de la nécrologie politique. Assez peu de personnes et de Français, objectivement en dessous de 65-70 ans, continuent de se positionner en fonction de ça. La deuxième chose, c'est sur la question économique, c'est-à-dire jusqu'alors, le fait qu'il y ait un clivage qui s'est structuré par anticommunisme dans les années 80, auprès de la droite qui, dans une espèce de miroir inversé, a voulu défendre le libre-échange à tout crin.